Dans le retour, on parle maintenant du Bitcoin, la forme de crypto-monnaie dont on a le plus entendu parler jusqu'à maintenant. Ça a vu sa valeur dépasser les 50 000 $ américains plus tôt ce matin. On rejoint par téléphone David Saint-Onge, un Témiscamien d'origine qui est maintenant directeur technique pour une boîte de développement de logiciels dans la région de Montréal, qui s'apprête à publier maintenant son premier livre portant sur le Bitcoin. David, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, tout d'abord, David, pour que nos auditeurs comprennent un peu mieux ce qu'il en est, il y a une question. Le Bitcoin, c'est quoi exactement? Bien, premièrement, le Bitcoin avec un grand B, là, on parle du réseau, là, que je vais vous décrire rapidement. Là. Puis Bitcoin avec un petit B, c'est les jetons. C'est la monnaie Bitcoin, c'est les jetons, c'est Bitcoin avec un petit B. Bitcoin, avant tout, c'est une monnaie électronique décentralisée. C'est décentralisé dans le sens qu'il n'y a pas d'organisation centrale qui chapeaute Bitcoin. Il n'y a pas un genre de Visa ou PayPal là, ou une banque qui gère Bitcoin. C'est complètement décentralisé. En fait, c'est tout quand on parle d'une monnaie qui n'est pas physique, on a toujours besoin d'un registre, OK, pour savoir combien Philippe a d'argent, combien David a d'argent. C'est ça que les banques font. C'est ça que Visa fait. C'est un gros registre. La Bitcoin, ça fait la même chose. C'est un immense registre de plusieurs gigabits d'informations. Ça garde toutes les transactions pour savoir combien toi, Philippe, tu as de Bitcoin, combien moi j'ai de Bitcoin, combien tout le monde a de Bitcoin. Puis ça, le réseau Bitcoin, c'est capable de faire, de maintenir ce registre-là sans les organisations centrales puis sans que personne triche. C'est ça. C'est comme ça que je peux te décrire tout simplement Bitcoin, qui n'importe qui peut participer là, au réseau Bitcoin. Tu peux avoir un ordinateur qui peut participer au réseau Bitcoin. Tout le monde peut le faire, contrairement à une banque. Philippe, demain matin, tu ne peux pas devenir une banque. Donc, c'est une monnaie totalement virtuelle. Oui, c'est ça. Oui, on appelle ça une monnaie virtuelle. Moi, j'aime pas ça, appeler ça une monnaie virtuelle parce que c'est pas virtuel. Ça existe pour vrai. Moi, j'aime mieux appeler ça une monnaie électronique. Un peu comme ton argent à ta banque est électronique, c'est dans une base de données contrôlée par la banque. Le Bitcoin, c'est la même chose, c'est dans une base de données, mais c'est pas contrôlé par une organisation centralisée. C'est dans un registre qui est distribué à travers tous les ordinateurs qui forment le réseau Bitcoin, tout simplement. Et ça vient d'où? Comment ça a été créé? Ben, on ne connaît pas l'identité de l'inventeur de Bitcoin. On sait parce qu'on connaît son pseudonyme. Son pseudonyme, c'est Satoshi Nakamoto. Puis c'est lui qui a créé le code original de Bitcoin, qui l'a rendu disponible en 2009. Donc, ça fait presque 12 ans. Ça, c'est la plus belle qualité de Bitcoin, en fait. C'est qu'on ne sache pas c'est qui l'a inventé parce que ça donne l'avantage que Bitcoin, on ne peut pas le censurer. Le Congrès américain ou des autorités canadiennes ne peuvent pas demander à l'inventeur de Bitcoin de venir devant eux puis ou de le poursuivre ou de l'amener en cours pour dire « Hey, Bitcoin, vous n'avez pas le droit de faire ça. » On ne peut pas attaquer personne parce que il y a personne qui le dirige. Je te rapporte à l'exemple de Libra. Quand Facebook voulait lancer sa propre monnaie, ça a arrêté sec parce que Zuckerberg a été convoqué devant le Congrès américain. Ça a comme arrêté là. Avec Bitcoin, on ne peut pas faire ça. Et justement, là, ça sert à quoi? Plus exactement, là, les bitcoins, du jour au lendemain, on se porte acquéreur de ça, ça peut servir à quoi? Ça sert, en fait, à transférer de la valeur numériquement. Donc, toi, de manière sans passer par intermédiaire. Je te donne un exemple. Demain, Philippe, tu veux retirer toute ta richesse là, de ta banque. Il va falloir que tu prennes des sacs de sport, là, tu te présentes à la caisse, puis qu'ils prennent les billets, puis ils les placent dans le sac. Puis là, tu repartes avec tes sacs. Ils peuvent pas te mettre ça sur une clé USB puis tu pars avec de manière dans un format numérique. Et toi, ça permet de faire ça. Ça permet de conserver une valeur sur un média numérique. Là. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un média physique pour échanger. On peut s'échanger de main en main des bitcoins sans avoir d'objet physique, simplement. OK, mais présenté comme ça, surtout au montant là, que ça monte en valeur aujourd'hui, ça ne semble pas s'adresser à tout le monde. Là. Pourquoi est-ce qu'on observe autant d'engouement pour cette forme de monnaie-là depuis quelques années? Oui, bien à terme, oui, ça peut intéresser tout le monde. Moi, je compare ça à l'or. L'or, ça n'intéresse pas tout le monde parce que c'est compliqué là, de conserver de l'or. Mettons que demain matin, tu vas acheter 50 000 $ d'or, ben faut que tu le transportes, faut que tu le stores, faut que tu le protèges. Tandis que Bitcoin, comme valeur refuge, comme pourrait être l'or,
ben Bitcoin, ça coûte rien posséder ça. Tu as une application dans ton téléphone, tu en achètes pour 100$, tu as ça dans ton téléphone, puis c'est tout, ça s'arrête là. C'est très, très simple de posséder des bitcoins. Il y a des mesures de sécurité à prendre, là, ils sont d'ailleurs décrites dans mon livre, mais c'est très, très simple de posséder des bitcoins comparé, disons, à posséder de l'or. Puis qu'est-ce qui explique l'engouement en ce moment? Là, moi, je pense que pour la population générale, c'est vraiment les flambées de prix, ça impressionne beaucoup les gens, mais plus sérieusement pour des gens du domaine de la finance ou des compagnies, exemple Tesla qui en a acheté récemment, ben c'est très intéressant parce que ça protège contre l'inflation parce qu'on peut pas en augmenter le volume, contrairement à l'argent d'État qu'on voit en ce moment que les gouvernements là, impriment entre guillemets de l'argent pour rencontrer leurs obligations là, dans la situation où on est. Mais ça dilue la valeur de l'argent, ça, clairement, ça cause de l'inflation. Mais les compagnies voient dans Bitcoin une sorte de protection contre ça parce qu'on peut absolument pas en augmenter le volume. Il va toujours avoir, il y a un nombre limité de Bitcoin qui est disponible dans l'univers. Donc, c'est littéralement de revenir au plus pur fonctionnement de l'offre et de la demande. Exactement. C'est exactement ça. Pourquoi Bitcoin prend de la valeur? En fait, c'est que la demande monte, mais l'offre n'augmente pas. L'exemple que j'aime utiliser, c'est on pourrait dire que lors d'une tempête de neige, là, les ballons à neige montent en prix. Là, si les petits roberges n'en ont plus, ben ils en ont de moins en moins, mais le prix va monter, jusqu'à temps qu'ils en recommandent d'autres. Quand ils vont en avoir d'autres en stock, le prix va baisser. Avec Bitcoin, c'est complètement différent. Si la demande augmente, ben l'offre reste stable. Il y a toujours la même offre. Donc, ce qui peut varier dans ce temps-là, c'est le prix. C'est la même chose pour les baisses, parce que il y a souvent des baisses spectaculaires aussi du Bitcoin. Ben, c'est tout simplement que la demande baisse, mais l'offre, elle, reste stable. Donc, ce qui change, c'est le prix, tout simplement. Donc là, on a des pics. On va atteindre un pic éventuellement. Ça se peut que la valeur baisse de moitié, de 80% même. Mais à date, à chaque fois que ça l'a fait ça l'a remonté, puis ça l'a remonté encore plus haut, tout simplement. Donc, c'est un produit d'avenir, en quelque part. On s'attend à ce que ce soit là pour rester. Ben oui, moi je prétends que ça va être là pour rester, puis éventuellement ça va se stabiliser. Moi, dans mon livre, je le dis abondamment, j'encourage pas les gens nécessairement à investir dans Bitcoin parce que moi, de toute façon, je suis pas un spécialiste de l'investissement, c'est pas des conseils financiers. C'est tout simplement que c'est une monnaie qui est pure, qui est limitée, qu'on peut pas copier, qu'on peut pas forger, on peut pas en augmenter le volume. C'est l'argent la plus dure, en fait, qui existe dans le monde. Et moi, je vois ça d'un bon œil. J'aimerais que les systèmes monétaires futurs soient basés là-dessus. L'avenir nous le dira. Si c'est le cas, ben on peut penser que ça va valoir plus cher si ça remplace l'or, par exemple. Est-ce qu'on pourrait penser que le marché de Bitcoin soit aussi gros que le marché de l'or? Peut-être. Moi, je prévois pas l'avenir, mais si c'est le cas, ça va être intéressant. Et là, on parle de prévoir l'avenir. Mais pour ceux qui veulent prévoir à quel moment ils pourraient se procurer le livre de David Saint-Onge portant sur les Bitcoins, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme prédiction? Je viens juste de terminer le livre aujourd'hui, carrément. Là. Donc, il va être révisé un peu par mon éditrice. Après ça, 1 mois ou 2 mois pour l'impression. Donc, d'ici 1, 2 à 3 mois, il sera disponible. Je vais peut-être appeler chez Logitech pour qu'il en commande, pour qu'il y en ait quelques copies au Témiscamingue. Ça serait intéressant. Pour ceux que ça intéresse. Bien, David Saint-Onge, un gros merci pour ces explications et cette façon de nous aider à démystifier ce que peut être le Bitcoin. Puis, bon succès avec le livre qui s'en vient.